Dans cet épisode, Judith, orthophoniste, et Geneviève, adulte qui bégaie et candidate à la maîtrise en orthophonie, explorent les deux grands axes en bégaiement, soit la fluidité et la spontanéité. Après un retour sur les conceptions anciennes et contemporaines du bégaiement, on parle d'acceptation, de rechute, de motivation dans l'intervention et même de bière Guinness. Finalement, les deux cadres que sont les modèles médical et social du handicap permettent de pousser la réflexion encore plus loin. Salut Judith! Salut Geneviève! Aujourd'hui, à l'épisode, on parle de deux grandes visions du bégaiement qui s'opposent, la fluidité ou la spontanéité. Quand on parle de fluidité, il est question de parler avec le moins de bégaiement possible, voire d'éradiquer le bégaiement. Tandis que quand on parle de spontanéité, on est dans une approche d'acceptation que le bégaiement, ça existe et qu'on accepte qu'il fasse partie de notre parole. Et dans cette approche-là, on s'axe beaucoup plus aussi sur le plaisir dans la communication. Pour bien se situer dans tout ça, on va commencer par un bref retour dans le passé. Est-ce que, Judith, tu pourrais commencer par nous parler en tant qu'orthophoniste des premières conceptions du bégaiement? Ben oui, tu sais, parce qu'en fait, on se rend compte que il y a plusieurs années, depuis longtemps, en fait, on est beaucoup axé sur la fluidité, tu sais, de vouloir, c'est ça, entre guillemets, se débarrasser du bégaiement. Puis on peut aller même reculer jusque dans les années avant Jésus-Christ, donc dans le temps d'Aristote, qui est un philosophe, que à ce moment-ci, à ce moment-là, on croyait que le bégaiement était lié à une anomalie de la structure ou du fonctionnement de la langue. Fait que vraiment comme anatomiquement, on pensait que c'était ça la cause du bégaiement. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que les traitements étaient axés pour plus bégayer, tu sais. Puis on sait que plus tard, beaucoup plus tard dans l'histoire, dans les années 1800, il y avait même des réalisations de chirurgie pour couper le frein lingual. Là. Ça, c'est la petite... c'est drôle, j'essaie de la montrer, mais là, vous le voyez pas. Mais c'est la partie triangulaire là qu'on retrouve à la base de la langue. Là. Donc, il y a des interventions chirurgicales qui se faisaient, dont un chirurgien allemand, là, j'ai le nom Dieffenbach, qui faisait ça, couper le frein lingual pour que la personne ne bégait plus. Donc, c'était vraiment une action à ce moment-là pour la fluidité, tu sais. Est-ce qu'on sait si ça fonctionnait? Ben, tu sais, en fait, moi, de ce que je connais, de mes connaissances, moi, je pense que ça fonctionnait pas. Mais c'est sûr que, tu sais, dans ce temps-là, j'ai l'impression qu'il y avait toute une espèce de cérémonie aussi, peut-être, autour de ça, là, qui faisait que la personne, avec l'effet placebo, possiblement aussi, là, se disait, OK, moi, là, je fais ma chirurgie, Puis ça peut aider certaines personnes, peut-être que juste avec ça améliorait leur fluidité, tu sais. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de connaissances sur le bégaiement, puis on sait que c'est pas la langue le problème. Tu sais, c'est pas l'organe de la langue qui est comme le lacunaire, si on veut, là. Tu sais, maintenant, on sait que c'est pas ça, là. Donc c'est ça. Mais juste pour dire que, dans le fond, à travers les années, c'est quand même beaucoup axé sur, on veut se enlever le bégaiement, tu sais, on veut axer sur la fluidité. Puis après ça, dans début des années 1900, les approches étaient plus orientées vers la psychanalyse. Donc, tu sais que le bégaiement, ça provient de facteurs psychologiques. Donc, tu sais, toutes des espèces de vieilles idées qu'on avait, là. Tu sais, que le bégaiement, c'est à cause que la personne a un processus psychologique qui est anormal, l'individu en est pas conscient, puis là, peut-être des traumatismes vécus dans l'enfance, ou des fois, on entendait aussi c'est la faute de la mère, ça, on l'entendait aussi, tu sais, comme étant une cause du bégaiement. Donc, les approches à ce moment-là étaient, tu sais, essentiellement psychologiques, tu sais, parce qu'on pensait que la base du bégaiement, c'était uniquement, ou en tout cas en partie psychologique. Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est pas ça, là. Il faut dire aussi, par contre, que oui, ces idées-là sont vieilles, mais elles perdurent quand même. Comme je parlais dans l'épisode 1, j'ai moi-même consulté
en psychologie et le psychologue a été vers cet axe-là. Puis il y a d'autres personnes qui viennent à nos rencontres d'aide à l'ABC puis qui rapportent la même chose. Donc, c'est des vieilles idées, mais qui perdurent encore. Puis, je sais que dans d'autres pays, je veux pas nommer de pays précisément, mais cette idée-là que le bégaiement vient d'un traumatisme est encore présente. Et c'est un préjugé qui est tenace encore, là. Puis, tu sais, même dans ces années-là aussi, là, au début des années 1900, là, il y avait encore des chirurgies pour sectionner certains nerfs qui innervent la langue. Donc, on est toujours autour de la langue, là. Oui. Percer la langue. Hey, ça, j'ai lu ça, c'est capoté. Une fixation, là. Percer la langue avec des aiguilles chaudes. Peux-tu croire ça? Je suis vraiment contente d'être née à notre époque. Ah, non, c'est ça, tu sais. Fait que c'était toutes des espèces de façons de régler le bégaiement, tu sais. Puis ben là, tant mieux, il n'y a plus de chirurgie à ce niveau-là. Au niveau de la psychanalyse puis de la psychologie, c'est vrai qu'il y a certaines idées qui persistent dans le temps, là. Mais j'ose croire que les mentalités évoluent puis qu'on se base plus sur la recherche. Au Québec, on est quand même bon, je dirais, entre guillemets, on est quand même bien à jour. Aux États-Unis aussi. Dans d'autres pays, peut-être en Europe, là, ça, je sais que ça a peut-être perduré un petit peu plus longtemps, là, les espèces de visions là, de causes du bégaiement reliées à la psychologie, la psychanalyse. Là. Mais c'est ça. Puis tranquillement, à travers les années, ben là, on s'est orienté plus vers d'autres aspects. Donc, plus anatomique en tant que tel. C'est plus la faute de la langue, là, mettons, là, de notre anatomie, mais c'est plus peut-être l'interaction de la personne avec son environnement, la vision qu'elle a avec le bégaiement. Puis il y a une grande théorie qui a été quand même populaire pendant longtemps, c'est Johnson, que le monsieur s'appelait Johnson. On appelle la théorie diagnosogénique. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, du tout. C'est la première fois, en fait. Ben, quand on a préparé notre plan ensemble, c'est la première fois que je voyais ce mot-là. Donc, ça, c'est une théorie qui a perduré. C'est plus dans les années 30. Et cette personne-là disait que, dans le fond, le bégaiement était pas en lien avec ce que l'enfant produisait, mais c'était comme le parent qui percevait le bégaiement. Fait que c'était vraiment comme si c'était la faute, entre guillemets, du parent, là, que l'enfant, il parlait normalement, qu'il n'y avait pas tant de bégaiement ou tout ça, des difficultés normales, mais le parent le percevait comme étant du bégaiement. Il était anxieux, il était perfectionniste, et là, ça faisait que le bégaiement se développait. Ah, comme si, autrement dit, parce que le parent mettait l'emphase sur les dysfluidités de son enfant, sur son bégaiement, ça le chronocisait, même si au départ, c'était pas un problème du tout. C'est comme si le parent avait fait entrer son enfant dans un cercle vicieux. C'est horrible comme vision. Oui, c'est vraiment horrible. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, ce que ça disait, là, une phrase célèbre de Johnson à ce moment-là, là, c'était « Le bégaiement commence non pas dans la bouche de l'enfant, mais dans l'oreille du parent ». Fait que ça mettait toute la faute, si on veut, aux parents. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que ça, tu sais, c'est une des théories qui est quand même restée. Puis encore là, si on se base sur cette théorie-là, ben, tu sais, le bégaiement n'était pas accepté, là, dans le sens que il fallait aussi de l'éradiquer, il fallait l'enlever, tu sais. Ouais, donc ce que je vois qui ressort de ce que tu expliques, c'est que peu importe si on parle de chirurgie ou de conception, ce qui ressort de ça, c'est qu'on cherchait vraiment à faire en sorte que le bégaiement soit plus là. Donc, on le voyait vraiment comme une maladie ou comme quelque chose qu'on ne souhaite pas du tout, là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est plus dans les années 70 que là, on a commencé à comprendre que le bégaiement, ben il y avait peut-être des facteurs génétiques là-dedans, héréditaires, de neurophysiologie. Donc, c'est plus l'anatomie en tant que telle, mais c'est en lien avec la neurologie, en fait, comment le cerveau fonctionne. Donc, c'est plus là que avec la fin des années 60, avant les années 2000, là, que là, vraiment,
on comprend mieux qu'est-ce que c'est le bégaiement aussi. Puis, il y a 2 approches vraiment qui sont pertinentes à parler, qui font vraiment état là, de cette dichotomie-là, tu sais, entre fluidité versus spontanéité. Et ben là, tu le sais, hein, on en a parlé dans d'autres podcasts, le façonnement de la fluidité versus la modification du bégaiement. Donc, 2 grandes approches en orthophonie qu'on va utiliser qui ne voient pas le bégaiement de la même façon, en fait. Le façonnement de la fluidité, on veut changer la façon qu'on parle, ralentir le débit, segmenter, faire des pauses, exemple, pour qu'il y ait peu ou pas de bégaiement. Souvent, en fait, dans la théorie même, là, c'est qu'il n'y ait plus de bégaiement. C'est un peu ça. Puis de l'autre côté, on a la modification du bégaiement, qui a commencé, je dirais, dans les années aussi, là, plus années 30, 40, 50, puis 60, 70, là, ça a été plus connu, là, entre autres avec Charles Van Riper, qui est un orthophoniste chercheur très, très, très connu dans le domaine, là. Et lui, en fait, promouvait cette approche-là de modification du bégaiement. Puis le but, c'était pas d'être fluide dans cette approche-là, c'est pas ça, c'est de bégayer spontanément, librement, si on veut, mais avec moins de tension, puis moins d'évitement, en fait. C'est de dire ce qu'on veut dire, mais peu importe un peu le bégaiement. Puis c'est de rendre le bégaiement plus facile, tu sais. Donc, en gros, c'est un peu de pas lutter contre son bégaiement, mais de parler avec lui, avec moins de tension. Donc, tu sais, là, c'est ça, l'approche de modification du bégaiement, comme tu le dis, c'est ça, c'est qu'on veut que la personne se sente plus confortable en parlant, puis on mesure pas la fluidité, on mesure pas la fréquence de moments de bégaiement, exemple, comme on peut le faire en façonnement de fluidité, mais on mesure plus, justement, est-ce que la personne est mieux quand elle parle? Est-ce qu'elle est plus spontanée? Est-ce qu'elle dit tout ce qu'elle veut, tu sais? Fait que c'est comme 2 approches qui sont complètement opposées quand on les regarde de manière théorique. Mais que possiblement en clinique, on peut prendre un petit peu de chacune, tu sais, selon les besoins de la personne. Aujourd'hui, dans les thérapies qui sont plus du côté de la modification du bégaiement, il y a des thérapies comme ARTS, là, qui a été conçue par Viviane Siskin. ARTS, c'est pour Avoidance Reduction Therapy for Stuttering. Et ce concept-là vient d'un psychologue qui s'appelle Joseph Sheehan. Et en français, ART, ça se traduit par TREB pour thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement. Oui, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est comme les approches plus contemporaines, qu'on pourrait dire, là, en lien avec la modification du bégaiement. Entre autres, c'est une qui est connue, je dirais, plus aujourd'hui, la TREB, de son petit nom. Puis, du côté du façonnement, ben il y a aussi des approches qui sont plus connues, tu sais, comme programme Camperdown, qu'on a déjà nommé, qui restructure la parole. C'est ça que les auteurs nous disent, comme eux, ils trouvent que c'est de la restructuration de la parole. Donc, ça fait quand même partie de la grande famille du façonnement de fluidité. Puis c'est sûr que, tu sais, quand on regarde tout ça aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plus d'études, par exemple, avec la grande vision de façonnement de fluidité. Exemple, le programme Camperdown, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans les dernières années. C'est un programme qui est australien, je le rappelle. Puis c'est sûr que en modification du bégaiement, il y en a eu moins d'études, de moins grandes ampleurs aussi, parce que, tu sais, le programme Camperdown, il y a eu des études qui ont été très bien faites, là, des essais randomisés contrôlés, donc des bonnes méthodologies de recherche. Donc, ça crée, à mon avis, un certain biais scientifique, par exemple. Ça veut dire que quand on étudie en orthophonie, qu'on regarde la littérature, ben c'est sûr qu'on est plus porté peut-être à aller en façonnement parce qu'il y a plus d'études de ces approches-là, versus la modification du bégaiement, tu sais. Ce qui est tout à fait normal parce qu'en orthophonie, on apprend à l'école à avoir des données probantes, donc à utiliser des interventions qui sont le plus possible basées sur la littérature. En modification du bégaiement, il y en a aussi des études, puis en gros, ce qu'on regarde dans les méta-analyses là, récentes, en termes d'efficacité d'intervention pour les adultes, les 2 approches seraient quand même pertinentes. Il y a plus d'études en façonnement, mais la modif
je l'appelle la modif, là, c'est son petit nom. La modif, il y a quand même des choses, et c'est quand même recommandé aussi, tu sais, parce que ce qui est le plus recommandé dans la littérature, là, c'est d'avoir un traitement qui est individualisé aux besoins du client. Donc, si le client, son besoin premier, c'est moi, je veux être fluide, je veux faire mes présentations orales fluidement, exemple, ben là, on peut se tourner vers du façonnement de fluidité, qu'on sait que c'est vraiment ça l'objectif premier de cette approche-là. Versus une autre personne qui arrive en clinique qui dit, ben, tu sais, moi là, j'ai 40 ans, puis je veux dire, j'ai appris à vivre avec mon bégaiement, puis juste que ça soit plus facile. Tu sais, je veux être plus spontanée quand je parle, avoir plus de plaisir, être moins stressée quand je parle. Mais là, à ce moment-là, en orthophonie, on peut s'orienter plus vers l'approche de modification du bégaiement. Et c'est sûr qu'il y a toutes les zones grises aussi, tu sais, entre les deux, tu sais, qu'on peut prendre un petit peu de chaque approche selon les besoins de la personne. Ouais. J'imagine, pour revenir au biais scientifique dont tu parlais tantôt, là, que je pense qu'en façonnement, ça se quantifie beaucoup mieux parce qu'on parle, par exemple, de syllabes bégayées ou, bref, de choses qui se quantifient bien. Et tandis que quand on est du côté de la modification, mais on est beaucoup plus dans le qualitatif, je crois. Puis ça, peut-être que d'un point de vue scientifique, on considère que la valeur de ces résultats-là est peut-être moins importante ou moins grande. Quoique j'ai l'impression que ça change maintenant, là, puis qu'on accorde plus d'importance à ça aussi. Ouais, mais en fait, je pense que ce que tu dis, c'est quand même pertinent dans le sens que, oui, c'est sûr qu'en façonnement, on a des mesures de pourcentage de sa bégayée, on a des échelles de sévérité pour essayer de juger subjectivement du niveau de bégaiement entre 0 à 8. Exemple, si on est en Camperdown, 0 étant pas de bégaiement, jusqu'à l'échelle de 8, qui est bégaiement extrêmement sévère. Donc, tu sais, on peut mesurer, mais je pense qu'en modification du bégaiement aussi, il y a des façons de mesurer l'évolution de la personne en fonction des objectifs qu'on a, tu sais. Est-ce que tu te sens plus stressé? Des fois, en orthophonie, on va utiliser encore là, des échelles subjectives entre 0 à 10. Ton niveau de stress est comment dans cette situation-là entre 0 à 10? 0 étant, je suis pas du tout stressée. 10 étant, j'ai du stress dans le tapis puis crise de panique, genre. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a quand même moyen de documenter, tu sais, l'évolution de nos objectifs en orthophonie. Mais c'est ça. Je sais que dans le domaine de l'orthophonie, de manière générale, c'est sûr que le grand message qu'on a, c'est le façonnement, c'est la fluidité. Le grand, ouais, comme moi, j'ai été formée à l'université, c'était quand même ça le message sous-jacent. C'est qu'on veut que nos clients soient fluides. Tu sais, c'était ça. Puis c'est ça, comme on se disait, ben je pense que dans les dernières années, peut-être, je dirais 20 ans quand même, le message tend à changer. C'est ça, je pense. J'ai une autre question aussi. Tu as parlé tantôt que quand le client souhaite aller vraiment vers une plus grande fluidité, c'est ce qu'on va travailler. Mais est-ce que c'est possible, mettons, que le client change d'idée ou se rende compte que les techniques ou les approches en fluidité, ça fonctionne plus ou moins pour lui ou je sais pas. Est-ce que ça t'arrive de voir qu'il y a des clients qui changent d'idée en cours de route? Ben oui, vraiment. Tu sais, c'est ça. C'est souvent le besoin là, quand la personne vient en orthophonie, c'est je veux être fluide. Donc, c'est tout à fait, je veux dire, tout à fait légitime. Là. Tu sais, la personne elle veut être plus fluide dans sa vie, dans certaines situations. Donc, des fois, justement, moi, tu sais, notre travail, nous, en orthophonie, c'est d'expliquer toutes les approches qui existent pour que le client puisse prendre sa décision de manière éclairée. Puis effectivement, il y en a qui vont dire, ben moi, je veux aller en façonnement, j'ai envie, tu sais, d'être plus fluide, parce que c'est vrai que les stratégies de façonnement, exemple, si on prend le programme Camperdown, ben ça peut être assez rapide en termes d'heures de clinique, d'atteindre une fluidité avec un niveau satisfaisant, puis une parole qui est assez naturelle. Donc, c'est sûr que c'est intéressant, tu sais, ces approches-là. Puis des fois, effectivement, la personne peut faire quelques essais, on fait un essai quelques semaines, puis finalement, ben on peut doser. On dose, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a moyen, c'est ça, d'adapter vraiment selon les besoins de la personne. Puis, il y a un questionnaire qui a été fait, c'est super intéressant, tu sais, parce que moi, ma question, ce que je me posais aussi en tant que
qu'orthophoniste clinicienne, c'est à quel point les gens veulent être plus fluides ou veulent être plus spontanés, tu sais. Puis un article en 2009 qui a été écrit par, je me souviens plus de son prénom, on l'avait cherché ensemble, je me souviens plus, mais Ora Venkatagiri. Bon. Bref, je sais pas si je le prononce bien, mais peu importe. Je m'excuse à cet auteur si je l'ai mal dit, mais c'était vraiment intéressant parce qu'il a fait passer un questionnaire à 216 adultes qui bégaient, une majorité d'hommes, minorité de femmes, avec la question centrale, qu'est-ce que les gens qui bégaient veulent? Est-ce qu'ils veulent la fluidité ou la liberté? Ou comme nous, on a nommé notre podcast aujourd'hui, la fluidité ou la spontanéité. Ça revenait un peu à ça, là. Et c'était un questionnaire de plusieurs questions. Puis la première question que les gens devaient répondre, c'était justement vous, en tant que personne qui bégait, est-ce que votre objectif, c'est de parler fluidement? Puis B, mon objectif, c'est de parler plus librement. Donc, de continuer à bégayer, mais de me sentir plus libre quand je parle. Puis les résultats, là, c'était 54% voulaient la fluidité, 46% voulaient la liberté. Fait que c'est intéressant, c'est quasiment une personne sur deux qui veut l'un et l'autre. Tu sais, une personne sur deux qui veut être fluide, puis l'autre personne qui veut être libre, si on veut. Donc, dans cette étude-là aussi, ce qui était super intéressant, c'est que les gens qui avaient coché « j'aimerais parler plus fluidement », il y avait une certaine tendance parce que les gens étaient un peu plus jeunes. Il y avait un petit peu cette tendance-là qu'on voyait. Donc, ceux qui voulaient être plus fluides, c'était un peu ceux qui étaient plus jeunes, puis ceux qui avaient eu un peu moins d'orthophonie. Des fois, on dit la thérapie dans le corps. Il y avait moins de thérapie dans le corps qu'il y avait eu en orthophonie, versus ceux qui avaient coché de parler plus librement, qui voulaient parler plus librement, étaient peut-être... Il y avait une tendance, mais tu sais, c'était pas si clair que ça, parce qu'au niveau statistique, là, c'était pas si clair, mais une mini-tendance que les gens étaient un peu plus vieux, puis qu'il y avait un peu plus de thérapie orthophonique, de vécu de thérapie orthophonique. Donc, c'est comme si... Mais je trouve que ça fait du sens, ça, parce que moi, je le vois beaucoup en clinique. Je trouve que les adolescents qui arrivent, ils veulent être fluides. C'est ça, le besoin. Parle-moi pas de liberté, puis de bégayer facilement, puis... Tu sais, je veux dire, pas nécessairement, en tout cas, là. Encore là, il n'y a aucune généralisation à faire parce que tout le monde est différent, mais je trouve quand même qu'il y a une petite tendance. Les adolescents vont vouloir être fluides. Jeunes adultes, ça dépend, mais je trouve quand même que en vieillissant, les clients qu'on peut avoir un peu plus vieux vont avoir l'expérience de vie. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que je bégaye. Donc là, maintenant, je veux juste être à l'aise. C'est ça mon besoin. Je veux plus être fluide nécessairement. C'est plus ça, tu sais. Fait que je trouve quand même que ça fait un sens avec ce que je vois en clinique. Oui, il y a un auteur aussi qui est orthophoniste qui s'appelle Shapiro. Dans un de ses livres, il y a des témoignages de gens qui bégaient et qui parlent de leur rapport à la fluidité, dont un de Gézer, je pense que c'est son nom de famille. Et la personne dit, en fait, là, on l'a traduit, mais de façon vraiment sommaire. Je vais vous le lire. Puis ce que la personne dit à propos de la fluidité, elle parle en fait de comment elle se sent quand elle parle de façon fluide avec des techniques. Et elle dit je me sentais très seule. C'est un peu comme me regarder à l'extérieur de moi-même. Une personne qui parle fluidement semblait parler à ma place. J'entends les mots, mais ils ne viennent pas de moi. À la fin de ma présentation, le professeur me complimente sur ma fluidité et mon courage. Je crois même que la classe a applaudi. Je trouve ma fluidité mystérieuse. Je n'arrive pas à me souvenir de comment je me sentais lorsque je parlais fluidement parce que je n'étais pas moi-même. J'ai commencé à avoir peur de la fluidité. Je me reconnais lorsque je bégais, mais je me sens étranger à moi-même lorsque je parle fluidement. La fluidité est synonyme de problème. Elle crée des attentes que je ne peux pas satisfaire. Puis moi, personnellement, là, c'est weird parce que je viens de lire ça d'une manière tellement fluide. Je trouvais ça weird. Mais... oui, c'est ça. Mais je me retrouvais vraiment là-dedans parce que
Je me rappelle, là, quand j'étais petite, puis mettons, on me complimentait parce que je parlais fluidement. Puis même, il y a pas longtemps, il y a quelques années, là, il y a une de mes amies qui m'avait pas vue, ça faisait longtemps, puis elle était venue en vacances chez nous. J'ouvre la porte, puis on se parle pendant 2 minutes. Puis pendant ces 2 minutes-là, j'ai pas bégayé. Puis là, elle me dit « Oh, wow! Tu ne bégayes plus! » Vraiment contente. Puis dans ma tête, j'ai tout de suite pensé, puis j'ai pensé ça quand j'étais petite, à chaque fois qu'on me complimentait, là, c'était genre « Mais là, t'es content parce que je bégayais plus, mais tu sais, le bégaiement va revenir à un moment donné, puis là, ça veut dire que t'es pas content quand je bégayais, genre, t'es pas content pour moi. » Fait que là, c'était... Tu sais, c'est pas un compliment à faire, je trouve. Ben non, puis ça vient super d'un... Tu sais, ça vient une bonne intention. Tu sais, c'est sûr que la personne, elle veut dire « Ah, bravo, c'est fluide! » Ben là, ça sera pas toujours de même, là. Non, Puis, c'est ça. C'est ça, je me reconnais dans ce témoignage-là, mais pas dans le sens comme quand je suis fluide, comme aujourd'hui, je sens que je suis plus fluide, mais je sens que je suis moi-même aussi, tu sais. Mais je me reconnais vraiment dans sa dernière phrase, là, la fluidité est synonyme de problème. Elle crée des attentes que je ne peux pas satisfaire. C'est ça. Donc, je trouve que c'est une pression qui est énorme à se mettre. Puis même, ça nuit. Si ton objectif, c'est justement d'être plus fluide, de te mettre cette pression-là, je pense que ça peut te nuire. Ben, ouais, exactement. Tu sais, c'est pour ça que quand on prend une approche de façonnement de fluidité, moi, je suis tout à fait d'accord que justement, ça peut être quelque chose qui est bien parce que ça peut être assez rapide, entre guillemets, là, d'aller chercher une façon différente de parler, puis la fluidité vient pour certaines personnes assez rapidement, d'autres moins, mais bon, quand même, mais le danger là-dedans, c'est ça, c'est de le maintenir, parce que, encore là, on a toujours le même discours, tu sais. T'as beau pratiquer, oui, pour certaines personnes, oui, ils peuvent l'utiliser, cette stratégie-là, toute la journée ou le plus souvent possible. Oui, il y en a que oui, mais il y en a d'autres que non. Puis ça met de la pression de dire « Mais là, j'ai pas été capable de prendre la technique, j'y ai pas pensé, puis là, mon Dieu, mais oui, mais c'est ça, là. » Fait que c'est correct, en même temps, on veut que la personne parle, tu sais, fait que c'est sûr que c'est ça, je trouve que d'aller à 100% de chaque côté des approches, c'est peut-être pas l'idéal non plus, tu sais, c'est de prendre un peu de tout, là. Fait que la personne peut être fluide quand elle en a envie, pratiquer de manière réaliste pour elle, les utiliser quand elle trouve que c'est important, mais d'autres moments de pas se mettre la pression parce qu'il y a du bégaiement, tu sais, puis que j'ai pas pris ma stratégie, puis que là, j'échoue ou que... Tu sais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Moi, je l'entends beaucoup aussi que les gens vont dire, c'est comme pas moi. C'est ça aussi l'espèce de côté négatif, je dirais, là, du façonnement de fluidité. C'est quand je change ma façon de parler, si je parle comme ça, c'est pas tout à fait moi, nécessairement. Fait que la personne, des fois, se sent tellement loin de son vrai, de son soi-même pour vrai, là, de vraiment comment elle est, qu'elle va pas l'utiliser finalement, ces stratégies, elle va pas les prendre. Donc, c'est de voir ça, puis c'est d'en parler avec l'orthophoniste aussi. Faut vraiment avoir ce discours-là ouvert avec nos clients. Tu sais, te sens-tu à l'aise? Comment tu le sens? Qu'est-ce que tu peux faire pour être plus à l'aise? Toujours en se disant que s'il y a un bout que la personne veut être fluide, ben c'est ça, on répond à ce besoin-là, tu sais. Mais c'est ça. Puis dans l'autre côté du spectre, comme on disait, ben là, la modification du bégaiement, c'est que la personne va parler sans se soucier de stratégie ou quoi. Puis, certains moments donnés, peut modifier un bégaiement qui serait plus vraiment tendu, plus sévère, peut prendre un temps pour modifier ce bégaiement-là, le relâcher à la limite de ce qu'il est capable de faire, des capacités, mais toujours avec un discours de « on veut que tu parles, puis que tu dises tes choses, puis que tu sois spontané dans tes blagues, tu sais, même s'il y a du bégaiement. » Je sais pas, mais je pense que moi-même, je suis dans une approche de modification, là, tu sais, dans le sens quand je sens que je vais bégayer, ben je ralentis. Tu sais, j'ai pas de technique que je me sers plutôt 100% du temps, là. C'est plus comme quand je sens que je vais bégayer, c'est ça, je ralentis, je tire les voyelles, attaque douce, pression minimale, tout ça. Mais pour revenir à ce que tu disais tantôt, que les gens se sentent pas à l'aise lorsqu'ils utilisent des techniques qui semblent qu'ils sont pas eux-mêmes parce que c'est quelque chose que dans les rencontres à l'ABC qu'on entend vraiment souvent et c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi. Puis, en fait,
moi, ce qui m'a le plus aidé dans ça, là, c'est ce podcast-ci. Parce que c'est en se réécoutant que je me rends compte que, ben, pas que je les utilise parce que je savais que j'en utilisais, mais je me suis rendu compte que quand j'utilise des techniques que j'ai apprises en modification du bégaiement, comme l'allongement de la voyelle, la pression minimale, tout ça. Ouais, là, ben ça, c'est du façonnement. Oh, ça, c'est du façonnement. Ouais. Je suis mélangée. Non, c'est pas grave, mais non, c'est correct. Oui. C'est en me réécoutant utiliser ces techniques-là que je me disais, mon Dieu, que j'aime comment ma voix sonne. Je me suis rendu compte dans le podcast que je les utilise beaucoup plus que dans la vraie vie. Je sais pas pourquoi, on dirait c'est comme il y a le micro devant moi puis je me dis ben il me semble c'est c'est un contexte pour le faire. Ouais. Puis je me rends compte que ça me détend puis que j'aime comment ma voix sonne, mais je veux vraiment insister sur le fait que peu importe la forme pas la forme de la voix, mais s'il y a du bégaiement ou pas, ou beaucoup de bégaiement ou peu, toutes les voix sonnent bien, là, puis c'est le message qu'on veut donner sur notre podcast, là. Mais bref, je me suis rendu compte, en fait, c'est grâce à ce podcast-ci que les techniques, je prends du plaisir à m'en servir pour la première fois de ma vie, là, puis ça me fait réfléchir en tant que, espérons-le, futur orthophoniste à comment le plaisir dans les techniques, c'est important. Puis peut-être c'est là la clé ou une partie de la réponse sur pourquoi il y a tant de rechutes ou pourquoi les gens sont pas motivés à s'en servir parce que justement, c'est pas nécessairement moi, je vois ça très personnellement, c'est pas comme ne plus être soi-même, mais c'est plus une façon de s'approprier son propre bégaiement, sa voix, toutes les façons que ta voix peut être. Puis, il y a des journées où on bégaye plus parce qu'on sait tous que le bégaiement, ça varie beaucoup. Moi, il y a des journées, je suis chez nous bien tranquille avec ma colocataire, puis j'y raconte quelque chose, puis les premières phrases, c'est fluide à fond. Après ça, je commence à bégayer. Puis, je me rends compte qu'avant, quand j'étais dans une perspective de les techniques fonctionnent pas, oh non, échec, ben je serais sortie de cette interaction-là en me disant pourquoi est-ce que j'ai bégayé, c'est donc ma poche, non. Puis là, on dirait qu'avec le recul, puis je sais pas, toutes les thérapies que j'ai faites, mais là, quand ça arrive, je me dis juste comme regarde donc, j'ai bégayé plus à partir de la moitié de la conversation. C'est bien correct. Puis si j'avais été dans une situation où est-ce que j'aurais voulu ne pas bégayer ou bégayer moins ou avoir plus de contrôle sur ma parole, j'aurais juste utilisé mes techniques à ce moment-là, en sachant très bien que pendant que le bégaiement est là, peut-être je suis moins spontanée, mais dans ce moment-là, ça me dérange pas, puis je vais reprendre ma spontanéité après. Tu sais, je pense qu'il y a moyen d'avoir les deux ensemble. Puis justement, il y a une orthophoniste, c'est Anne-Moïse Richard, là, qui parlait des culottes molles. Tu sais, il y a des moments pour être dans tes culottes molles. Comme on parle beaucoup en bégaiement, on parle souvent que s'entraîner aux techniques, c'est comme faire du sport. Là. Mais je trouve que cette analogie-là, oui, est bonne parce que c'est vrai que d'un point de vue moteur, tu sais, on s'entraîne... je sais pas comment on pourrait dire ça. Ouais, mais c'est ça. C'est ton point de vue, là. Ouais, ben souvent, c'est ça le message en façonnement, c'est plus on pratique les stratégies de fluidité, les techniques de fluidité, plus ça va être facile, puis plus ça va être naturel, ce qui est pas faux. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est comme un sport. T'apprends un nouveau sport, là, fait que là, c'est comme où tu vas au gym. Fait que là, si tu veux avoir des gains, tu dois aller au gym souvent, tu sais. Fait que là, c'est sûr qu'il y a cette chose-là. Tu disais, c'est ça, Anne, elle disait comme l'analogie de des fois, on peut être en mou aussi, tu sais. Puis il faut être en mou. Des fois, on s'entraîne, c'est correct. Puis après ça, quand on revient chez nous, on se met en mou, puis on bégaye. En fait, c'est ça, là. Mais c'est ça, parce que je trouve que, je pense, en fait, ce que tu disais quand on préparait cet épisode-ci, c'est que souvent, en thérapie, il y a quelques années, plus peut-être moins maintenant, mais on parlait souvent de s'entraîner comme à un sport. Mais l'affaire, c'est que quand tu es athlète même du plus haut niveau, là, tu t'entraînes pas 24 heures sur 24 ou tu t'entraînes pas, tu sais, parce qu'on parle toute la journée, là. Tu vas-tu vouloir t'entraîner à chaque fois que tu parles? Tu sais, il y a des moments où il faut se sentir libre puis se dire, je les utilise pas puis c'est pas grave. Puis
pas se taper dessus parce qu'on bégait, mais juste être comme, ben là, ça me tente d'être en culotte molle. Fait que acceptez-moi avec mes culottes molles, c'est ça que ça me tente de faire, tu sais. Ben oui, puis c'est super sain aussi, ça, tu sais. Puis je pense que, disons, mettons que je prends le programme Camperdown, qui est un programme très, ben c'est ça, comme on en a parlé, reconnu, puis qui est bien structuré, puis que moi, j'utilise aussi avec les clients. Ben, tu sais, c'est que le discours, il y a quelques années, c'était plus rigide un petit peu, dans le sens que oui, il faut que tu les prennes le plus souvent possible, puis on visait des échelles dans la vie de tous les jours. Puis dans les dernières années, c'est quand même rendu un peu plus flexible. Ça fait du sens. Parce que moi, je me suis toujours sentie mal avec ce discours-là, tu sais, le 10 ans, là. Pas seulement en Camperdown, mais juste en orthophonie, là, tu sais. On était un peu comme sur le dos de la personne. Prends tes techniques. Tu sais, comme si on était une police des techniques de fluidité. Puis je me sentais tellement mal. Parce que moi, j'ai été formée comme ça. Puis je me disais, mon Dieu, mais il me semble que ça fait pas de sens, tu sais, parce que là, la personne, c'est stressant. Dès qu'elle prend pas sa technique, on la regarde, puis t'as pas pris ta technique, tu sais. Ouais, mais là... C'est ça, fait que, tu sais, mais encore là, naturellement, je pense que c'est venu aussi dans le domaine en orthophonie de se dire, d'avoir l'équilibre là-dedans, tu sais. De justement, quand t'en as envie, t'es prends, puis quand t'en as pas envie, ben c'est ça, t'es en mou, puis c'est correct, puis c'est super sain de faire ça. Puis c'est correct aussi quand tu as envie de les utiliser puis ça fonctionne pas. Oui, exact. Ça aussi, c'est correct. Exact. Parce que moi, il y a bien des jours, là, il y a des interactions, disons, que ça me tente de les utiliser, puis crime, ça marche pas. Ouais. Puis, tu sais, c'est pour toutes sortes de raisons, là. Je suis fatiguée, ça n'a pas marché, ça... Ben, complètement. Comme apprendre à voir ça avec un détachement aussi. Je pense que, en tout cas, de mon expérience, le bégaiement, ça va mieux. Ben, moins t'as une visée de performance avec toi-même, mieux ça va peut-être. Mais je veux pas faire de la généralisation non plus. Peut-être qu'il y a des personnes qui performent mieux quand ils se mettent de la pression, là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça dépend de l'objectif de chacun, mais effectivement, tu sais, moi, avec les années, on dirait que tout ce qui est de performance, de perfection, autant dans la fluidité que dans d'autres aspects de la vie, moi, j'avoue que je ne crois pas que c'est la bonne option. Tu sais, en fluidité, justement, de se mettre cette pression-là, d'être fluide tout le temps, c'est un objectif qui fait pas de sens parce que c'est pas réaliste, puis ça met tellement de pression, puis un jour ou l'autre, ça marchera plus, puis c'est ça, puis ça fait juste qu'au bout du compte, on a des émotions désagréables, je me sens coupable, je sens que j'ai échoué, tu sais. Puis là, ben c'est de là qu'on arrive aussi à en parler que, tu sais, je pense qu'avec les années en orthophonie, c'est rendu plus flexible, ce discours-là. Puis, avec la modification du bégaiement, on parle beaucoup d'acceptation aussi du bégaiement, puis d'accepter d'avoir des moments... Ben comme tu dis, c'est exactement ce que tu dis, ton discours que tu as, tu sais, personnel, ton dialogue intérieur, de dire, ben j'ai bégayé aujourd'hui plus, ben OK. Tu sais, d'observer en prenant du recul. C'est sûr que ça fait du bien, tu sais. Que de prendre du recul face à la performance. On veut plus performer. Puis on change nos lunettes, puis on le regarde en disant, mais moi, je veux parler, je veux juste comme avoir du plaisir dans ma communication avec les autres, tu sais. Il y a quelque chose qui me vient en tête aussi, là, c'est que la communication avec les autres, j'apprends aussi maintenant à, quand je bégaye, observer la réaction des autres avec de la distance, puis me dire, j'ai le droit de parler comme ça. Par exemple, tantôt, je suis allée dans un café, j'ai commandé, puis je savais que le bégaiement s'en venait, puis je me suis juste dit, ben, j'ai le droit. Mais tu sais, j'étais inspirée parce qu'on venait de terminer l'enregistrement d'un épisode. Là, je me disais, crime, tiens, je veux un sandwich, puis je pense que je vais bégayer sur le S. Puis là, j'ai juste vraiment pris mon temps, puis j'étais comme, ouais, je veux un sandwich, mais j'étais comme, hey, ça a tellement fait du bien de prendre mon temps, de m'assumer là-dedans, puis elle a même pas réagi, en fait, là, mais moi, je me sentais super bien de l'assumer puis de le montrer avec un détachement par rapport à ce qu'elle pourrait penser, tu sais. Fait que je pense que de se dire, quand les techniques marchent pas, ou si, ben en fait, il n'y a même pas besoin de technique ou pas, là, de quand on bégaye, juste se dire qu'on a le droit, tu sais, puis que c'est pas nécessairement, parce qu'on a, puis on va venir à ça plus tard, là, mais que c'est quelque chose qui peut être beau, qui peut être
esthétique aussi. Mais je vais en parler plus tard. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison, parce que dans le fond, là, c'est tout ça, hein, le podcast, c'est ça le but aussi, hein, qu'on fait ça ensemble, Geneviève, c'est que on veut démontrer de la panoplie d'options qui existent en termes de traitement, en termes de vision aussi, puis que ultimement, c'est sûr que quand on s'assume plus ou que on est plus à l'aise avec le bégaiement, ça aide quand même à différents niveaux, tu sais. Puis ça, c'est vraiment relevé dans la littérature beaucoup là, que l'acceptation, ça peut aider même à être plus fluide à un certain moment donné, puis à être tellement mieux avec sa parole. Puis ça améliore la qualité de vie aussi. Tu sais, certaines études vont vraiment montrer ça, que les gens sont plus à l'aise, sont mieux dans leur vie, puis face à leur propre identité aussi, tu sais. Puis le fait de rencontrer des gens qui bégayent, ça aide beaucoup. Fait que l'ABC est tellement importante comme association à mes yeux, là, de justement créer des groupes de soutien, des moments que les gens se rencontrent entre eux pour partager. Tu sais, ça, c'est super fort. Puis c'est reconnu dans la littérature comme pour aider d'avoir une meilleure vision de soi-même, avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir, tu sais, de faire partie d'un groupe aussi. C'est sûr que ça aide en tant qu'humain, hein. On a besoin de faire partie d'un groupe, là, tu sais, on est des êtres grégaires, là, tu sais, l'être humain. Grégaire? Regarde, hein, moi, je te plug ça. Regarde! Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aime ça être entouré, tu sais, de d'autres gens, tu sais. On est des êtres quand même sociaux, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que tout ça ensemble, je pense que tu sais la personne qui veut, tu sais, qui nous écoute puis qui veut se sentir mieux par rapport au bégaiement, mais c'est un cheminement. Puis ça passe par plusieurs aspects, de parler du bégaiement, si on en a déjà parlé, d'utiliser certains trucs en orthophonie. Évidemment, ou pas, on en a déjà parlé, de rencontrer d'autres gens qui bégaient, d'écouter des témoignages, tout ça, ça fait que tranquillement, dans notre cœur d'humain, ben ça peut faire en sorte qu'on vit un peu mieux avec le bégaiement, tu sais. Puis l'acceptation, il y en a qui vont se dire ben là, t'as jeté la serviette, tu sais, tu sais, comme c'est une résignation, tu sais, face au bégaiement, jamais je vais baisser les bras, genre. Puis tu sais, c'est pas ça, dans le fond, c'est comme si justement on n'est pas en lutte avec le bégaiement. Tu sais, comme tu dis, c'est exactement ça, tu sais, c'est pas le fait d'accepter le bégaiement, c'est pas d'avoir perdu le combat, là, parce qu'au bout du compte, on veut pas qu'il y en ait de combat. Puis c'est sûr aussi, ce qui est documenté avec dans la littérature, c'est que, tu sais, quand on se sent mieux aussi dans la façon qu'on parle, ben il y a moins de tension physique, moins d'évitement, puis moins d'expériences négatives pour cacher le bégaiement. Fait que tout ça, c'est un cercle quand même qui est vertueux. Ça, c'est un cercle positif. Ouais, puis en fait, ce qu'on voit, en fait, puis ce que j'ai ressenti moi-même aussi, c'est que quand on accepte que le bégaiement soit là, c'est vraiment pas qu'on se résigne. En fait, c'est cesser de, comme tu as dit tantôt, de lutter contre son propre bégaiement. Puis en fait, quand on lutte, c'est qu'on accorde beaucoup de notre énergie puis de nos ressources à cette lutte-là. Puis quand on cesse de lutter, cette énergie-là peut être consacrée à des actions visant un changement, que ce changement-là soit d'arrêter, d'éviter ou de travailler sur sa fluidité si c'est ce qu'on souhaite, de se demander vraiment qu'est-ce que je veux faire de ma vie puis quelles sont les actions que je pourrais prendre par rapport à mon bégaiement pour ça. Tu sais, au contraire, moi, je vois que l'acceptation, c'est pas du tout de se résigner, mais c'est de faire de la place pour un changement. Fait de mon avis personnel, je pense que c'est la première voie vers le changement. Puis c'est justement, c'est quand j'ai commencé à accepter plus à 23 ans que j'ai reconsulté, puis cette thérapie-là a été la plus efficace parce qu'avant, j'étais toujours dans une lutte, dans le fond, c'est ça, parce qu'à chaque fois que je bégayais, je me disais « Mon Dieu, c'est un échec, ça marche pas. » Ouais, c'est ça. Puis tu sais, aussi, on en avait parlé, mais dans d'autres épisodes, mais tu sais, le message que tu avais eu en orthophonie, c'était quand même quand tu es fluide, on est content. Tu sais, fait que là, ça faisait que, ben là, implicitement, on te l'a jamais dit, mais implicitement le message, ben c'est quand t'es pas fluide, ben on n'est pas content. Tu sais. Ouais. Ouais. J'ai
j'ai internalisé ça tellement profondément là, que, tu sais, ma valeur, c'était ma fluidité. Genre. Ça sonne vraiment intense, mais c'était de même dans ma tête. Là. Ben c'est ça, puis ça fait quand même du sens, tu sais. Puis aussi, il y a le dépliant de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec là, qui est sorti récemment là, sur le bégaiement. Là. Je trouve qu'ils le disent très bien là-dedans. Là. Tu sais que dans le fond, là, le bégaiement, ce que ça dit, c'est que le bégaiement peut bien se vivre. Tu sais, fait que c'est ça, c'est d'arrêter de se battre avec une fluidité, comme on dit que des fois, c'est inatteignable, mais pourquoi on se dirait pas à la place, ben, je vais essayer de mieux vivre avec mon bégaiement. Puis aussi, c'est ça, tu sais, moi, ça me fait penser justement à qu'est-ce que je peux faire concrètement comme activité, tu sais, avec mes clients par rapport à ça. Là. Ben, c'est comme on l'a dit, tu sais, le fait d'en parler ouvertement, le fait d'entendre que nous, en orthophonie, on peut dire le bégaiement, c'est correct, puis que, tu sais, on a ce message-là, nous aussi, c'est important pour les clients, là. Mais souvent, j'utilise une analogie, moi, avec un post-it, que ça représente le bégaiement, en fait, le post-it. Fait que soit que la personne écrit bégaiement, ou quand c'est des plus petits, ils vont le dessiner. Ils vont me dessiner leur perception du bégaiement, là. Des fois, ça peut être une espèce de bonhomme, là, une face, ou tu sais, comme... Même juste il y en a un qui m'avait déjà fait juste comme une espèce de gros barbeau noir, là. C'était son bégaiement. Puis après ça, je leur demande, mais toi, où il est ton bégaiement présentement pour toi? Est-ce qu'il est dans ta face complètement? Fait que là, on met le post-it dans notre face, sur nos yeux. Là, je le fais, on me voit pas, mais toi, tu me vois, mais, tu sais. Fait que là, soit qu'il est complètement dans ma face, ça veut dire que j'y pense tout le temps. Il prend beaucoup de place, puis... Et que ça t'aveugle aussi. T'sais. Oui, c'est ça, exact. Il est comme dans ma face, puis j'y pense tout le temps. Parce que moi, j'ai des clients qui m'ont dit, j'y pense tout le temps. Il y a pas une heure dans ma journée je comprends tellement. que j'y pense pas. Fait que là, à ce moment-là, le post-it là, de notre bégaiement, là, il est comme complètement sur notre visage, complètement dans nos yeux, tu sais. Puis dans le fond, je leur dis, toi, est-ce qu'il est là? Ou est-ce qu'il est sur ton épaule, peut-être? Ça veut dire que là, si mon post-it, mon bégaiement est sur mon épaule, qu'on le colle là, ben ça veut dire que mon visage est quand même à découvert, fait que je peux regarder en avant, je peux regarder ce qui est important pour moi. Mon bégaiement est toujours là, mais il est plus dans ma face, tu sais. Puis j'ai une cliente, moi, adulte, qui m'a déjà dit, quand j'avais demandé ça, puis tu sais, le bégaiement peut être ailleurs. Moi, j'ai un adolescent qui m'a déjà dit, mon bégaiement, il est en dessous de mon pied. Tu sais, avec ça, je trouvais ça nice. J'étais comme, OK, ça veut dire qu'il est encore là, mais tu sais, tu sais, ben c'était comme plus en fin de suivi. Il me disait, maintenant, là, je m'en fous, je fais toutes mes affaires, puis tu sais, c'est ça, genre, ouais, c'est vraiment cool. Mais j'avais une adulte qui m'avait dit, c'était la première rencontre que j'avais fait cette activité-là, puis elle m'a dit, moi, je veux brûler le post-it. Tu comprends-tu, tu sais, ça veut dire que là, moi, dans ma tête, je me dis, OK, ça veut dire vraiment, là, t'es en réaction, et c'est tout à fait normal, là. Tout à fait. Ça se peut que la personne, elle veut juste le garrocher au bout de ses bras. Puis même, je disais, t'as peut-être envie de le garrocher au bout de tes bras. Elle dit, non, moi, je veux brûler le papier. Fait qu'elle, là, c'était comme, il était pas question que le bégaiement fasse partie de sa vie, mais aucune. Puis c'est un bégaiement caché aussi, ça fait du sens. C'est un bégaiement qui est masqué, qui est caché pour elle. Donc moi, ça me donne une idée de comment elle se situe par rapport à sa relation avec le bégaiement, tu sais. Puis il n'y a aucun jugement, hein, dans le sens que nous, en orthophonie, on n'est pas là pour juger aucunement. Moi, j'accueille tout ce que les clients me disent, puis moi, je veux les comprendre, tu sais. Puis c'est ça. Puis dans le fond, à ce moment-là, ben c'est de comprendre ça, de partir de là, puis d'essayer de voir comment on peut tranquillement, mais comme disait Evelyne, hein, dans l'épisode sur l'anxiété, c'est de pas de s'en faire un ami, tu sais, mais que le bégaiement soit là. Il est collé quelque part sur notre corps. Il est là, mais notre visage est à découvert, puis qu'on fait les choses de notre vie qui sont importantes. Puis que le bégaiement soit pas... nous nuise le moins possible, en fait, dans notre vie. C'est ça. Même, ben là, c'est à l'extrême du continuum, mais tu sais, moi, il y a des moments où je bégaye puis je me trouve belle. Fait que même, pas juste quelque chose qui ne nuit pas, mais quelque chose qui emmène même des belles choses. C'est intéressant ce que tu dis, Geneviève, tu sais, parce que là, dans le fond, quand tu dis ça, tu sais, je suis même capable aujourd'hui de trouver ça beau quand je bégaye ou d'avoir une certaine beauté là-dedans. Ben c'est ça, c'est toute l'espèce de d'étendue qu'on a dans notre spectre, tu sais, de là à vouloir brûler le bégaiement. Ben là, tranquillement, pour se rendre au niveau que t'es, mettons, là, d'acceptation, ça serait de tranquillement se mettre en contact avec le bégaiement.
son bégaiement à soi, le bégaiement de l'autre, tranquillement. Tu sais, puis moi, souvent, je recommande souvent à mes clients de regarder le TED Talk de Megan Washington, qui est la chanteuse australienne. C'est un beau TED Talk, là, justement, qui parle d'avoir le bégaiement puis d'en rire un petit peu. Mais encore là, tu sais, chacun est différent, puis moi, je le recommande pas à tout le monde, mais quand je sens que la personne est prête à ça, je lui recommande d'écouter certaines choses pour se mettre en contact avec le bégaiement, des témoignages de d'autres personnes. Puis dont le podcast qu'on fait aussi présentement, je pense que ça, c'est une super belle façon d'entrer en contact avec le bégaiement de d'autres personnes, là. Puis justement, ça me fait penser, tu sais, on a lu le livre Stammering, Pride and Prejudice. Puis, aimerais-tu nous parler, Geneviève, de justement la dichotomie entre le système, le modèle médical qui revient un petit peu à notre sujet d'aujourd'hui, donc le modèle médical qui prône la fluidité, versus le modèle social qui prône la liberté dans le bégaiement. Oui, et puis ce que je vois qui ressort de tout ça, c'est que, tu sais, il y a l'idée qu'on consulte en bégaiement pour nécessairement parler de façon plus fluide, mais au contraire, on voit que c'est important de se désensibiliser à notre propre bégaiement. Puis, moi, ça m'avait fait ça, là, quand j'ai commencé à accepter, mais j'ai comme bégayé vraiment plus qu'avant, tu sais, parce que justement, je sortais de ma zone de confort, je prenais des risques, puis ce qui m'importait le plus, c'était plus d'être fluide ou pas, mais est-ce que je fais ce que je veux? Donc, nécessairement, il y a eu plus de bégaiement à ce moment-là, puis ça paraît plus maintenant parce que je le cache plus. Puis, c'est ce qu'un orthophoniste américain dit, là, c'est Michael Boyle qui dit que souvent, quand les gens consultent puis se mettent à arrêter d'éviter, sortir de leur zone de confort, ils bégayent plus. Puis c'est ça, c'est ce qui explique dans un épisode de Stutter Talk, on va mettre le lien dans notre résumé, là. Mais il dit que c'est pas parce que le bégaiement paraît plus que c'est un échec que au contraire, ça peut être très positif aussi. Ouais, puis Michael Boyle, je l'adore, là, lui, là, c'est un orthophoniste, c'est chercheur qui bégaye, un homme qui bégaye. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'études justement sur la perception dans la société du bégaiement, puis sur les aspects vraiment sociétaux là, qu'on va parler en fait à la fin du podcast, c'est de ça qu'on va parler là. Mais oui, c'est vrai que quand on aborde le bégaiement là, de front, là, on en parle, on peut en faire, on l'analyse, surtout en modification du bégaiement. Mais oui, c'est vrai que ça se peut que des fois qu'il y en ait plus du bégaiement. Puis là, mais c'est ça, on parle de ça, puis de voir comment on se sent, puis qu'est-ce qui se passe dans la bouche, puis on peut prendre le temps mais on plonge dedans. Moi, c'est ça que je dis à mes clients, là, on plonge dans le bégaiement, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'au début, ça peut faire vraiment peur, puis on y va au rythme de chacun, c'est certain, là. Tu sais, jamais qu'on va, parce que sinon, on veut pas traumatiser la personne, parce que le bégaiement, le corps aime pas ça, bégayer. Fait que quand on plonge dedans, il faut y aller au rythme de la personne, à quel point elle est prête à aller vite ou pas, si on veut, là, parce que ça peut être un peu déstabilisant, tu sais, au début, là. Puis ça me fait penser... c'est ça, tu sais, il y a une analogie qui existe avec la bière Guinness, la bière noire, là, avec la mousse, là. Que, dans le fond, tu sais, c'est comme si on voyait notre bière comme étant toute l'expérience du bégaiement en général. Le liquide étant ce qu'on peut vivre en tant que personne qui est comme caché, les émotions négatives, la peur, la honte, les pensées désagréables, tout l'évitement que je peux faire. Puis, dans le fond, quand on boit la bière, fait que nous, notre travail aussi en orthophonie, c'est d'essayer que la personne se sente mieux, ait des émotions plus agréables quand elle parle, qu'elle ait moins d'évitement, moins d'anticipation du bégaiement. Mais là, c'est comme si à travers la thérapie, on boit notre bière. C'est drôle à dire, mais on boit la Guinness, on boit la bière noire. Puis ce qui reste, tu sais, pensez à qu'est-ce qui reste dans le verre, là, après une Guinness, qu'est-ce qui reste dans le fond? La mousse. Fait que là, c'est comme s'il restait le bégaiement, la mousse étant le bégaiement qui reste, mais on a bu, c'est drôle, on a bu tous les aspects cachés puis qu'on n'est pas bien de vivre avec. Puis ce qui reste, c'est la mousse, il reste du bégaiement, mais on est bien
le plus possible. Toujours, on nuance notre discours parce que tu le sais, même toi, Geneviève, tu l'as dit avant qu'on enregistre. Oui, il y a des moments que tu acceptes le bégaiement, mais il y a d'autres moments, c'est pas tout rose à tous les jours, là. C'est ça, je veux vraiment préciser parce que tantôt, je pense qu'on en parlait comme si j'avais atteint le nirvana, là, puis que c'était stable. Mais tu sais, il y a vraiment des jours où ça va moins bien, puis mettons, j'ai un appel à faire, je bégaye, puis je raccroche, puis je me dis mon Dieu, c'était donc bien difficile, tu sais. Puis c'est ça, fait tout ça pour dire, c'est vraiment pas rose tous les jours de mon côté non plus, puis c'est normal. C'est comme ça pour n'importe quoi dans la vie, je pense, tu sais. Mettons, quelqu'un qui a des enfants comme toi, tu sais, ben il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées, tu sais. Il y a pas un moment où est-ce qu'avec tes enfants, tu as atteint quelque chose, puis ça va tout le temps bien, tu sais. Ah non, c'est ça. Chaque aspect de la vie de l'humain, il y a toujours des moments ou qu'on doute ou qu'on n'est pas certain, d'autres moments, ça va mieux, tu sais, fait que pour tous les aspects de la vie, je pense que c'est ça, puis c'est ça aussi, cette bienveillance-là qu'on veut avoir, de se dire, comme là, tu sais, toi, ton discours est super sain, de dire, ben tiens, mettons avec ta coloc, tiens, j'ai bégayé plus ce moment-là, OK, tu l'observes, tu prends du recul, tu le reconnais, tu te juges pas, puis tu te dis, OK, aujourd'hui, j'ai été moins capable de prendre mes stratégies, et la réaction émotive est moins grande, elle dure moins longtemps, tu sais, parce que des fois, quand on se sent mal par rapport à ça, des fois, ça peut durer la soirée, la journée du lendemain qu'on rumine ça, si ça a mal été. Mais dans ce cas-ci, quand on accepte ou qu'on s'assume plus, c'est moins long. C'est sûr qu'on a une réaction. T'as une réaction quand même de dire, mais on me semble là, j'ai plus bégayé. Tu sais, c'est pas le fun, là. T'as une réaction émotive, c'est certain. Mais le fait de l'accepter, de la tolérer, de l'accueillir, ça fait que souvent, ça dure moins longtemps, ce bout-là. Fait que ça fait du bien, tu sais, en tant que personne là, d'humain qui vit, là, ça fait du bien, ça, d'être doux avec soi-même par rapport à ça. Ouais, je pense que la bienveillance, c'est vraiment plus efficace comme approche, entre guillemets, que d'avoir comme conception qu'à un moment donné, t'atteins un moment dans ta vie où c'est plus un problème, parce que la vie, c'est un changement continuel. Tu sais, je pense que d'accepter que le bégaiement varie, c'est peut-être plus efficace. J'ai pas d'autre mot que efficace, là, mais c'est plus bénéfique comme conception que de vouloir justement atteindre un espèce de niveau où tout va bien puis ça changera plus, parce que tout change tout le temps. Ouais, c'est ça. Fait que la vision qu'on a. Disait Bouddha, je pense. Ah ouais, hein? C'est Bouddha qui dit que la vie est un continuel changement. Je le sais pas pantoute. Mais je trouve que ça fait bien du sens. Merci Bouddha. Non, mais dans le sens que c'est ça aussi, tu sais, je pense que le fait, encore là, on revient à notre dichotomie fluidité versus spontanéité. Attends, là, ça, c'est un anglicisme. Fluidité ou spontanéité. En fait, c'est quand on vise à 100% la fluidité, des fois, c'est justement, on peut, c'est une grande demande, puis ça peut, ça peut être difficile à maintenir dans le temps, puis c'est souvent ça aussi qu'on remarque dans les études, tu sais, quand on prend du façonnement de fluidité, le côté négatif, c'est des fois, il y a plus de rechutes, parce que oui, la personne est fluide pendant quelques temps, OK, ça marche bien, mes stratégies, ouais, mais après ça, c'est dur de maintenir dans le temps, fait qu'on a comme pas le choix, des fois, d'avoir un retour du balancier, d'aller un petit peu vers du côté de c'est ça, un équilibre entre les deux, tu sais, je vais chercher de la fluidité quand j'en ai envie, mais d'un autre côté, il y a du bégaiement, puis j'apprends à me sentir mieux avec. Donc, qui est comme l'approche de modification du bégaiement qu'on parlait, là, donc c'est ça, l'espèce d'équilibre qu'on va aller chercher dans les deux. Pour clore notre sujet sur Bouddha, là, je viens de trouver cette phrase. C'est lui qui dit « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement ». C'est beau, hein? Oui. Je pense que c'est une idée qu'on peut intégrer peut-être dans une approche avec le bégaiement, que ça varie, puis c'est pas de notre faute si ça varie, tu sais. C'est ça. Fait que ça, on sait que c'est constant, c'est que ça varie, en fait, c'est ça. Exactement. Ouais. Puis pour les émotions, c'est la même chose aussi, hein. On le sait qu'en tant qu'être humain, nos émotions vont varier. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de niveau où est-ce que tu atteins la joie perpétuelle puis ça ne changera jamais, tu sais. Mais non, c'est ça. C'est comme dans n'importe quoi, tu sais, de viser la perfection ou toujours la joie. Ça je suis désolée, mais c'est pas possible, tu sais. Ouais. Puis là, on arrive à notre dernier
point, c'est d'accord de justement dichotomie. On avait parlé de fluidité ou spontanéité. On a, dans les dernières années, un discours avec deux types de modèles. Le modèle médical du handicap puis le modèle social. Aimerais-tu nous en parler un peu, Geneviève? Oui, vraiment, c'est un sujet qui me passionne. Puis en fait, tout ce qu'on a parlé précédemment dans cet épisode, ça nous emmène à expliquer ces deux modèles-là. Parce que c'est vraiment, en fait, quand on parlait des conceptions qu'il y a, en gros, il y a la fluidité à tout prix. Ben, peut-être pas à tout prix, mais qu'on mise sur ça, ou accepter plus puis être dans une approche qui est plus flexible. Tout ça, ça peut se voir dans deux modèles qui s'appellent le modèle médical du handicap et le modèle social du handicap. Et je veux préciser, avant de continuer, que la plupart des idées dont je vais vous parler viennent du livre Stammering, Pride and Prejudice, dont on parle souvent. Je vais mettre un lien dans notre résumé. Et aussi d'un épisode du podcast Stutter Talk, dont on a déjà aussi parlé précédemment, qui s'appelle Building a Society that Accepts Stuttering. Et en gros, ce que le modèle médical c'est que c'est ça correspond aux approches sur la fluidité dont on a parlé précédemment. Puis, c'est de vraiment voir que le bégaiement, c'est quelque chose dont on veut se débarrasser. Et c'est pas nécessairement un modèle qui fonctionne pas avec le bégaiement, mais c'est un modèle qui s'applique à des choses sur la santé. Comme, par exemple, si tu as un cancer, ben, tu souhaites qu'on t'en débarrasse et en guérir. Si tu casses ta jambe, tu souhaites qu'on la répare au fond, tu sais. Et comment que le modèle médical, ça s'appliquerait au bégaiement, mais c'est qu'on voit ça comme la personne a un problème, il faut qu'on le règle. Il faut qu'elle ne bégaie plus parce que c'est pas bon pour elle, ça va lui nuire, tout ça. Puis dans le fond, ce que l'approche médicale pour le bégaiement, ça veut dire, c'est qu'on voit que c'est un trouble, que la personne sort de la norme. Puis quand on conçoit la personne dans cette approche-là, notre but, c'est de la rapprocher de la norme pour qu'elle parle comme tout le monde, tu sais. Et il faut aussi mentionner que le modèle médical est quand même pertinent pour le bégaiement parce que c'est notamment grâce à ce modèle-là qu'on fait de la recherche sur la génétique, tout ça. Et il faut dire aussi qu'il y a des personnes qui bégayent, que leur tension musculaire, par exemple, c'est que c'est désagréable parce qu'elles en ont beaucoup, qui ont des maux de tête parce qu'elles bégayent, qui ont de l'anxiété parce qu'elles bégayent, tout ça. Donc, c'est sûr que le modèle médical est pas à jeter complètement, mais cela dit, c'est peut-être pas la seule façon de concevoir ce que le bégaiement c'est parce qu'on n'en meurt pas, on n'en guérit pas, ce n'est pas une maladie. Et un des défauts de ce modèle-là, les plus grands, je pense, c'est que ça fait reposer la responsabilité du trouble sur la personne. Donc, t'as un bégaiement, tu sors de la norme, faut te guérir, faut que toi, tu changes, tu sais. Puis on voit aussi que le vocabulaire qu'on utilise pour parler du bégaiement est très teinté par cette approche-là. Par exemple, dans mes cours, moi, on n'a pas parlé de bégaiement encore, mais on parle des troubles de la communication comme une pathologie, alors qu'il y a des troubles qui se guérissent pas, tu sais. Fait que là, t'es comme, mais c'est une pathologie, mais j'en guérirai pas, j'en meurs pas non plus, tu sais. Fait que ça me fait réfléchir beaucoup. Et en anglais, on parle, en fait, le mot pour orthophoniste, c'est speech language pathologist. Fait que, tu sais, là, t'as des orthophonistes qui bégayent, mais que ça... Fait que c'est comme... En tout cas, on conçoit vraiment le bégaiement et d'autres particularités sous cette optique-là.
Puis, tu sais, aussi, juste pour rajouter aussi, là, Geneviève, tu sais, tout quand on parle là, de surmonter son bégaiement, a réussi à ben souvent, c'est ça qu'on voit, là, surmonter ou ben, guérir, on le voit des fois aussi, là, mais c'est tout ça dans ce modèle-là médical, tu sais, de dire, tu vas arriver à être dans la norme. Là, le bégaiement, c'est pas dans la norme, mais tu peux surmonter le bégaiement pour être dans la norme. Tu sais, fait que c'est tout du vocabulaire que on va utiliser qui est en accord avec ce modèle médical-là. Même qu'il y a des formulations que c'est sournois, là. On s'en rend pas compte, mais quand on dit, par exemple, qu'il a réussi en dépit de son bégaiement, ou même s'il bégait, puis c'est des formulations dont je me sers parfois aussi, mais là, on dirait que avec toutes les lectures que j'ai faites, je suis comme si on parle comme ça, c'est parce qu'on sous-entend que c'est une mauvaise chose, tu sais, ou que c'est quelque chose que on dit que c'est positif quand on arrive à le surmonter ou qui nous a rendu plus empathiques parce que justement c'est difficile, bégayer, tu sais, fait toute cette conception-là, ça s'inscrit dans le modèle médical. Ouais, puis tu sais, juste pour terminer avec ça, puis on pourra parler du modèle social là, après, là, qui est l'autre côté. Mais tu sais, comme Joe Biden, tu sais, ce qu'on se disait ensemble, on en parlait, puis on était un peu mal à l'aise des fois parce que Joe Biden, qui est maintenant président des États-Unis, au moment où on se parle, en fait, là, quand le podcast sortira, je sais pas où on en sera rendu, mais pour Joe Biden, c'est un peu ça des fois, tu sais, je ne bégais plus, j'ai réussi, là, tu sais, à être fluide. Donc maintenant, le bégaiement, j'en ai plus. Donc là, ça implique encore là une espèce de double message. OK, ça peut être motivant pour certains enfants d'entendre ça, certaines personnes de dire OK, j'ai été fluide, OK, mais l'autre côté qu'on entend, le message sous-jacent, c'est si t'es pas fluide, t'as pas réussi. Ouais. Puis ça, c'est le message, c'est ça, t'as pas réussi à faire partie de la norme. Exact. Ça fait une méchante pression sur ses épaules, tu sais, puis de la culpabilité là que ça peut créer là chez quelqu'un qui essaie de prendre ses stratégies puis qui tu sais qui a encore de la fluidité, tu sais. Fait que c'est pour ça que nous ben c'est ça. Dans le podcast, on vous présente plein d'approches puis de modèles, puis c'est de voir où on est à l'aise là-dedans, tu sais. Puis nous, on trouve que des fois le modèle médical, ben oui, c'est vrai que ça a certains bons points, mais il y a le modèle social aussi qui est intéressant. Oui, ce que le modèle social, en fait, c'est un modèle qui a été conçu, si on peut dire comme ça, dans les années 1980 par une personne qui était en situation de handicap qui s'appelle Mike Oliver. Et ce que son modèle faisait ressortir, c'est que les personnes qui sont, par exemple, en fauteuil roulant ou qui ont un autre type de handicap ou de particularité, ils sont en situation de handicap. Elles ne sont pas handicapées. Donc, si tous les bâtiments partout étaient accessibles, comme si on mettait des rampes à la place des escaliers partout, ben c'est tout le monde qui pourrait entrer dans les bâtiments. Et ces personnes-là, en fait, ben ce que ce modèle-là fait ressortir, c'est le poids de la société, de nos traditions, de nos conceptions sociales dans le handicap. Parce qu'on sait que, mettons, s'il y a 100 ans, là, dans les années 1920, une personne avait une dyslexie, par exemple, ben c'était beaucoup moins handicapant que ça peut l'être maintenant, parce qu'on est dans une société qui écrit beaucoup, qui s'envoie des courriels, des textos tout le temps, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus handicapant à notre époque. Donc, c'est ça. Ce que ce modèle-là fait ressortir, c'est le poids de la société dans le handicap. Et ça enlève beaucoup de responsabilités à la personne. Et en fait, ça fait en sorte que la société est plus riche aussi parce que la norme devient beaucoup plus flexible
et il y a de la place pour beaucoup plus de types de gens, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le modèle social du handicap, c'est de voir le bégaiement comme étant une variation de la parole humaine. Tu sais, de se dire qu'il y aurait plus une norme. Pourquoi qu'on pourrait pas faire sauter cette norme-là, ce qui est normal, entre guillemets? Dans le fond, c'est juste qu'on est tous différents. On a tous des poids différents, des couleurs de peau différentes. Puis, ben, comment on parle tous différemment. Donc, pourquoi ça serait pas vu comme étant juste la parole humaine? Puis, il y a différentes variations de la parole humaine. C'est tout. Le bégaiement fait partie d'une variation comme une autre. Oui, puis dans le fameux livre Stammering, Pride and Prejudice, ce qu'ils font ressortir, c'est que pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, par exemple, ben pour ce qu'on peut faire pour les accepter puis leur faire une place, c'est ça, c'est des rampes, tu sais, et tout ça. Puis pour les personnes qui bégaient, l'équivalent de ça, c'est d'être patient, tu sais. De juste se dire, ben la personne bégaye, je vais attendre, pas ben là, je peux pas employer cette personne-là parce que qu'est-ce que ma clientèle va penser, blablabla, tu sais. Donc, en fait, le seul mot que j'ai en tête, c'est adaptation, là, comme qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à ces gens-là, mais j'aime pas ce mot-là parce que c'est comme si on se forçait. Ben, c'est comme si on leur faisait une faveur, mais c'est pas ça. C'est un droit humain, je pense, d'avoir ta place dans la société. Là. Bref, ça, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est vrai, puis tu sais, ça me fait penser, là, la semaine passée, je donnais une formation à des orthophonistes, puis il y a une orthophoniste qui disait qu'elle travaille dans des communautés autochtones dans le nord du Québec, puis elle disait que dans certaines communautés, les différences étaient beaucoup plus acceptées, beaucoup plus tolérées. Puis le bégaiement, là, c'était comme si, dans cette société-là, c'était vraiment pas grave. Puis ça créait justement pas d'handicap pour la personne parce que c'était vu comme étant vraiment correct. Puis c'est ça, très... ben là, encore là, normal, j'aime pas beaucoup ce terme-là, on essaie de pas utiliser ça, mais dans le sens que c'était vraiment... Il y avait pas de problème, tu sais. La norme n'était pas aussi précise, comme si la norme était plutôt comme une mosaïque, tu sais. Et tu peux beaucoup plus prendre ta place dans une mosaïque que dans quelque chose qui est homogène. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça aussi, il faut se dire que, tu sais, la pression que la société dans laquelle on vit ici, tu sais, au Québec, là, dans, tu sais, Montréal, les grandes villes et tout, puis même plus en région, mais c'est sûr que la fluidité, quand même, il y a une pression à être fluide, tout ça, tu sais. Fait que ça contribue à créer le bégaiement comme un problème parce que c'est ce que la société véhicule comme message. Ben c'est sûr que là, après ça, tu te dis « Ah, mais là, moi, ça marche pas, tu sais, comment je parle, ça marche pas. » Fait que la société a un grand rôle à jouer versus, comme je disais, dans un autre type de société, c'est complètement accepté puis complètement, on n'en parle pas puis c'est bien correct. Ben là, c'est sûr que les gens ont moins d'émotions négatives, d'évitement. Ils n'ont pas à cacher rien parce que le bégaiement est complètement accepté. Et on voit qu'il y a des pays comme, ben, j'allais dire comme au Québec, comme au Canada. Nationalisme! Il y a des endroits où c'est beaucoup plus facile bégayer. Depuis que le podcast est sorti, il y a beaucoup de gens de France qui nous écrivent, qui nous racontent leur parcours et leur témoignage. C'est absolument intéressant. Mais je me rends compte, ben j'ai découvert en fait qu'en France, on peut pas être orthophoniste si on bégaye. C'est défendu, illégal, ça n'a pas de bon whatever, sens. je sais pas, ça mais pas tu peux bon juste sens. pas. Comme t'as pas le droit. Puis j'ai entendu beaucoup de... Bref, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier ou faire de la généralisation, mais il y a des endroits où bégayer, c'est plus difficile parce que c'est moins bien accepté. On va te faire plus de commentaires. On va vraiment considérer que tu peux pas réussir, entre guillemets, dans la vie si ta parole, il y a du bégaiement dedans. T'sais. Ah non, c'est ça, c'est fou, hein? Parce que, tu sais, ici, je veux dire... Puis même aux États-Unis, il y a beaucoup d'exemples d'orthophonistes qui bégayent. Même en Angleterre aussi, il y a des orthophonistes très
connus, je dirais, là, qui ont écrit certains livres, puis que, tu sais, qui sont porteurs de... Ben là, les noms que j'ai, en fait, c'est des femmes là, que j'ai en tête, là. Donc, tu sais, qui sont porteurs du même message de, justement, d'inclusion, puis d'acceptation, puis entre autres, il y a Rachel Everard, Caroline Chastman. Deux orthophonistes qui ont un chapitre dans Stammering Pride and Prejudice, puis qui ont le même discours un peu qu'on a dans le podcast, là, vraiment très nuancé, là, puis au niveau du traitement en orthophonie, d'avoir quelque chose de très individualisé aux besoins des personnes qui bégayent. Donc, il y a d'autres pays que c'est beaucoup plus accepté peut-être que d'autres, là, d'avoir une orthophoniste qui bégaye. Et au fond, ce que le modèle social pas du bégaiement, du handicap a comme avantage, c'est que comme on parle de la responsabilité de la société, on s'en va vers la politique un peu. Donc, ça donne un poids politique aux communautés qui sont marginalisées. Et les personnes qui bégaient, en fait, la communauté bègue, si je peux me permettre, par ce modèle-là, c'est inspiré d'autres communautés qui sont marginalisées. Comme la communauté sourde, entre autres, a une culture tellement riche, super belle. J'ai, entre autres, déjà assisté à Montréal à une soirée d'improvisation sourde. Puis ça avait été une expérience tellement révélatrice pour moi, là. Comme si tout le médium de la communication que je connaissais était balancé. Il y avait autre chose, mais la communication se faisait quand même. J'ai tellement trouvé ça drôle. C'était dans le silence, puis on applaudissait avec nos mains dans les airs, là, comme on tournait les mains dans les airs pour applaudir. Puis j'étais ressortie de là, puis je me disais « Wow! J'ai tellement ri, trouvé ça drôle, mais sans même avoir entendu des sons ou parler, tu sais, c'était magnifique. » Bref, puis ce que la communauté sourde montre par sa force, par sa créativité, par le fait qu'elle s'assume complètement, en fait, c'est la communauté sourde, c'est ça qui a emmené le concept de deaf gain, comme on pourrait traduire ça par le gain sourd ou le bénéfice sourd. Parce qu'on parlait avant, puis on parle encore maintenant, mais de hearing loss. Donc, en français, on pourrait traduire ça par perte auditive. Donc, ce gain sourd-là, c'est tu as accès à toute une culture, une autre vision du monde qui est magnifique, je trouve. Puis, ouais, fait que c'est plus une perte, en fait, on le voit plus comme une perte. C'est ça. On le vend comme un gain, c'est ça. Parce que dans le modèle médical, ce qu'il faut retenir, c'est que ton bégaiement ou ta surdité ou n'importe quoi, c'est une perte. T'es pas, tu sais, t'as la norme qui est au-dessus de toi, mais toi, t'es en dessous. Même si t'acceptes tout ça, si t'es dans cette perspective-là, ben, t'acceptes d'être en dessous. C'est plate, là, de se dire ça. Ou t'es pas dedans, en fait, t'es pas dans la norme, tu sais. Ouais. Puis là, il y a des orthophonistes qui bégaient, qui se sont dit, mais s'il y a un deaf gain, est-ce qu'il pourrait avoir un stutter gain? Donc, nous, je sais pas comment on pourrait traduire ça, là, une perte de fluidité ou whatever, mais est-ce qu'on a quelque chose à gagner de notre bégaiement? Parce que c'est ça ce qu'il disait dans l'épisode de Stutter Talk dont je me suis inspirée, là, c'est que on peut voir que le bégaiement est une perte. On peut voir que c'est une variante de notre parole, ce qui est mieux, mais on peut aussi voir ça comme sur notre continuum. Tantôt, là, si on se situe dans un extrême, on peut aussi voir ça comme quelque chose qui nous apporte des belles choses. Puis là, quand on se demande qu'est-ce qu'il y a de positif dans notre bégaiement, ce qui va revenir souvent, c'est « Ah, ça m'a rendu plus empathique, ça m'a rendu plus fort. » Puis oui, c'est vrai tout ça, mais on est encore dans ce discours-là, dans un mon bégaiement est une épreuve qui m'a rendu plus fort. Fait qu'on est encore dans une conception où c'est une épreuve, donc ça sous-entend que c'est négatif. Si on se penche, si on va vraiment plus loin, et on se dit qu'il y a un deaf gain, c'est pas nécessairement juste que c'est une épreuve que j'ai traversée, tant mieux, je suis plus fort, mais il y a des éléments qui sont positifs à ça. Puis
Il y a un orthophoniste américain que j'adore, que tu connais bien. C'est Christopher Constantino. On l'aime tellement. Je l'aime tellement. Un des exemples de stutter gain emmené par Chris Constantino, c'est que notre bégaiement peut être une porte vers une plus grande intimité avec les gens que l'on connaît, que ce soit nos collègues, la caissière ou le caissier qui est à l'épicerie, une personne qu'on croise dans la rue, parce que quand on bégaye, c'est accepter de se mettre à nu devant l'autre. Tu sais, quand on parlait tantôt, se dire qu'on a le droit de parler comme ça, puis souvent, ça me fait penser qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur le contact visuel, puis je me rends compte que quand je bégaye avec un inconnu ou n'importe qui, puis que je maintiens ce contact-là, tu sais, je suis en train de lui dire « reste avec moi dans mon moment ». Je suis en train de lui montrer en le regardant dans les yeux que je suis en train de me replacer. Tu sais, c'est un moment où est-ce qu'on est très vulnérable, genre, puis je sais pas trop quand mon moment va finir ou pas, puis, tu sais, fait que c'est vraiment de se mettre à nu devant la personne. Puis quand on fait ça, ben, c'est comme si on invitait l'autre personne à être honnête et vrai, parce que de se montrer dans notre moment de bégaiement, c'est d'être complètement vrai face à l'autre personne, tu sais. C'est clair. Fait que ça invite l'autre personne à faire la même chose aussi. Puis j'ai souvent vu ça, j'ai souvent fait du covoiturage, là. Puis des fois, c'est moi qui conduisais. Puis quand je conduis, je bégayais beaucoup plus parce que je suis concentrée sur la conduite. Puis je disais aux gens avant de partir... je bégayais, fait que c'est pas parce que je suis en train de faire une crise cardiaque puis on mourra pas, là. Puis souvent, ça l'emmenait les gens à se confier, tu sais, « Ah ouais, moi j'ai telle affaire, nanana », puis je remarquais que les gens comme se confiaient facilement et que mon bégaiement était une porte vers une conversation tellement vraie, tellement riche. Puis c'est ce que Chris dit, tu sais, Chris, mon grand ami. Chris Constantino! Mais c'est ça, puis que mettons, si par exemple, il y a deux collègues dans un milieu de travail qui se croisent puis qui bégayent pas, mais ils vont juste se dire « Salut, ça va? Oui, toi? Oui. » Puis ils s'arrêtent même pas, tu sais, mais quand tu bégayes aussi, c'est un peu comme tu forces l'autre à t'arrêter puis à prendre le temps de te parler parce que c'est vraiment difficile de juste faire du small talk puis parler vite, là. Fait que je remarque aussi que personnellement, tu sais, j'ai vraiment de la misère à faire des conversations courtes et rapides parce que genre, je peux pas m'arrêter. Fait que là, faut que la personne, elle s'arrête puis elle me parle, mais souvent, ça donne lieu aussi à des conversations qui sont beaucoup plus riches puis la personne voit que tu veux lui parler vraiment parce que tu es prête à bégayer dans cette conversation-là qui, au départ, se voulait complètement... en fait, qui servait à rien. Là, parce que pourquoi se parler si on se dit rien, dans le fond? Mais c'est vrai, tu sais, puis moi, je trouve des fois, là, quand on dit ça, « Hey, salut, ça va? Oui. » Tu sais, je me dis, mais que c'est fake? Ouais, que c'est fake. Parce que, tu sais, ça se peut que cette journée-ci, je vais pas super bien, mais je vais dire, oui, ça va, yeah. Puis finalement, c'est pas tant ça. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, dans son livre, dans le livre, il disait aussi, tu sais, pourquoi on fait ça au bout du compte, tu sais? C'est super fake, puis au bout, tu sais, on n'en sort pas tant mieux après, là, de se dire, ça va super bien. Ouais, OK, bye. Tu sais, fait que le fait de prendre le temps, ça peut être beaucoup plus positif, puis un beau moment puis plus vrai, c'est ça, tu sais, que si on le fait juste à vite, là. Mm-hmm. Un autre concept qui, là, est tellement riche, puis on n'a pas le temps d'en parler, fait que je vais le mentionner brièvement parce que c'est intéressant, mais on pourrait en parler pendant tout un épisode. Mais c'est pour les hommes qui bégayent, on sait, pour les hommes qui bégayent ou pas, on sait que la masculinité dans notre société, c'est un concept que peut-être qu'on gagnerait à rendre plus flexible et plus ouvert parce que si on demande, par exemple, à des adolescents ce qu'ils trouvent que la virilité, ça va être genre un gars qui a des muscles, puis nanana. Bref, tu sais. Mais quand t'es un homme qui bégaye, comme toute personne qui bégaye, ton bégaiement va potentiellement être influencé par tes émotions, ce qui veut dire que ton stress, par exemple, ou tes émotions de toutes sortes va beaucoup plus
paraître que quelqu'un qui ne bégait pas. Donc, tu n'as pas le choix de d'être beaucoup plus à l'aise avec ce que tu ressens puis de le montrer aux autres, tu sais, puis en fait, ça revient à ce que je disais tantôt, là, d'être plus à l'aise de montrer ta vulnérabilité. Puis quand tu es un homme en Occident, mais je pense que c'est une porte vers la conception d'une masculinité qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup moins pris dans des standards puis dans des modèles pas assez flexibles. Ouais, parce que malheureusement, tu sais, masculinité rime pas nécessairement avec vulnérabilité. Exactement. C'est ça qui est comme dur peut-être pour les hommes en général. On pense, là, nous étant femmes, mais on peut penser que c'est ça, c'est pas si facile de montrer sa vulnérabilité quand on est un homme versus quand on est une femme, peut-être. Oh oui, tout à fait. Et une autre idée de Sutter Gain, qui est probablement ma préférée, qui vient du journaliste Barry Yeoman, qui en parlait aussi dans l'épisode de Stutter Talk auquel je référais. Il disait que on est dans une société qui est bien sûr capitaliste et que ce capitalisme-là vient de l'industrialisation. Mais avant qu'on entre dans une ère d'industrialisation, on vivait par cycle. Donc, on mesurait le temps en cycle par des cycles agricoles, lunaires, même les cycles menstruels, tu sais. Mais ce que le capitalisme a fait, c'est que maintenant, comme on est en contrôle de tout, on veut que tout aille super rapidement. On parle de profit, on parle d'efficacité. On est beaucoup moins en adéquation avec le monde parce qu'on a du contrôle, tu sais, parce qu'on a de la lumière pour travailler pendant des longues heures, pour travailler quand on veut. Donc, c'est comme si notre vision du monde était vraiment axée sur le fait d'être le plus productif et le plus efficace possible. On a, c'est ça, plus de contrôle. Mais quand on bégaye, c'est comme si on peut c'est comme si on va à l'encontre de ça parce qu'on se dit que notre bégaiement, ça nous emmène à parler plus lentement, prendre le temps, puis ça emmène les autres personnes qui nous écoutent à prendre le temps de nous écouter aussi, même si c'est moins rapide, c'est moins productif, mais on est en adéquation avec ce que notre corps nous demande. Je sais pas si tu me suis, là. Ouais, puis en même temps, moi, je trouve que la productivité peut être là quand même. C'est de voir la productivité d'une autre façon. C'est pas en termes de nombre de mots puis de tout ce qu'on va dire, mais la productivité aussi de la communication, ça peut être le contact qu'on a avec l'autre. La qualité du contact peut être d'autant plus productif dans notre relation puis dans ce qu'on va se dire que si on est juste dans l'espèce de productivité qu'on connaît là entre guillemets là, que c'est vite, faut le dire le plus d'affaires possible puis il faut que ça roule. Ben si on la voit différemment cette productivité là, ça peut être vraiment en termes de contact puis de qualité de relation avec l'autre qui peut faire que la communication est d'autant plus efficace en fait. Tu sais, fait que c'est de changer encore là peut-être ces lunettes de comment on voit la communication. Mm-hmm. Et un dernier exemple, ça vient encore une fois d'un chapitre dans Stammering Pride and Prejudice, et c'est d'une auteure qui est à New York qui s'appelle Emma Alpern, et elle dit, elle, que puis en fait, quand j'ai commencé à lire son chapitre, j'ai tout de suite pensé « ça, c'est too much pour moi, je veux pas aller là-dedans, nanana », mais pendant que je le lisais, puis à la fin, j'étais tellement émue, ça m'a tellement fait du bien. Ce qu'elle dit, elle, et c'est une auteure, donc ça paraît beaucoup, elle dit que le bégaiement, ça lui emmène à voir le langage d'une autre façon. En fait, si on simplifie trop le langage et notre parole, qu'on lui enlève toute prosodie et intonation, comme si je parle comme ça, comme un robot, puis on se parlait comme ça tout le temps, ça serait vraiment plate. Fait qu'elle a dit que son bégaiement, c'est une occasion, qu'elle voit ça comme quelque chose qui donne de la texture à ses mots, qui lui donne la possibilité de s'amuser avec le langage. Et elle raconte, par exemple, dans son chapitre, qu'elle est dans un bar et elle commande un Blue Moon, mais elle dit Blue
Blue Moon. Mais au lieu de voir ça comme « Ah, j'ai bégayé, mon Dieu! » elle était comme « Wow, j'ai exploré le phonème. » Comment là, c'est mon son vocabulaire. Ouais, de futur orthophoniste. Ouais. J'ai exploré ce son-là, je l'ai senti dans ma bouche, je savais pas trop à quel moment j'allais finir par dire Blue Moon, et tout ça était amusant. Donc c'est vraiment ça, c'est à l'extrême là, puis je comprends vraiment, mais ce que Barry Yeoman disait dans son podcast, c'est que après avoir lu ça, il est allé commander un burger dans un restaurant, puis il a bégayé, puis là il s'est dit « Ah non, je bégaye », mais il a tout de suite repensé à ce texte-là, puis il a dit « Wow, ben j'ai bégayé, mais finalement j'ai dit ce que j'avais à dire », puis tout ça, c'était un peu comme une aventure, tu sais. Puis je trouve ça super beau, tu sais. Oui, c'est vraiment intense, mais on dirait que ça change toute la vision. C'est comme si on regardait le bégaiement d'un angle, mais par ces histoires-là, tu tournes d'angle complètement, puis tu te vois que de d'autres côtés, il y a d'autres choses à voir que juste de la souffrance, mettons. Ben, c'est clair. Puis tu sais, nous, en orthophonie, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de voir le bégaiement. Moi, je suis intéressée par le bégaiement de chaque personne parce que chacun bégaye d'une façon différente. Il n'y a pas deux personnes qui bégayent pareil. Donc, c'est ça. Moi, je suis au contraire, c'est ça, c'est de changer vraiment la façon de voir puis de s'intéresser. Toi, c'est quoi ton bégaiement? Explique-moi. Puis on va l'aborder ensemble, on va l'approfondir, on va le connaître. Puis on peut en rire aussi. Puis c'est ça, tu sais, tranquillement, en rire, ou pas dans le sens de rire du bégaiement, mais dans le sens de « Ah, wow, ouais, celui-là, il était comme plus long ou plus... Ah, qu'est-ce que ça te fait dans ton corps? » Puis d'avoir du plaisir là-dedans, dans cette ben c'est ça, comme une aventure, comme tu dis, ou dans cette recherche-là, dans cette... analyse-là, tu sais. Fait que ça fait qu'au bout du compte, c'est ça, la façon qu'on change notre vision, puis c'est ce qu'on espère, on espérait que la société change sa vision aussi du bégaiement pour que le bégaiement soit quelque chose de très très accepté, très on est tous des humains, puis c'est une variation humaine. Fait que tu sais, c'est ça qu'il y a moins d'espèces de choses négatives reliées au bégaiement, tu sais. Mm-hmm. Oui, parce que si, mettons, il y a moins de place pour la honte, ben il y a de la place pour autre chose. Puis je me rends compte vraiment, moi, comme je parlais tantôt, qu'avec le contact visuel maintenant, mais j'apprends à m'amuser aussi avec ce que le bégaiement génère chez l'autre personne. Ou, ben, pas que je ris du monde, c'est pas ça partout, mais être comme « Ah, c'est intéressant ce qui s'est passé dans cette interaction-là. La personne a vraiment réagi super bien. » Fait que, tu sais, je vois... Comme ça me fait voir des qualités parfois chez les gens, tu sais. Je me dis « Wow, cette personne-là a l'air très ouverte. » C'est fantastique. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, je pense que pour clore cet épisode-ci, tu sais, c'est dans le fond, c'est ça, de comprendre que dans le domaine du bégaiement, il y a des grandes différences entre la façon de voir le bégaiement en soi. Et donc, si on le voit différemment, ben, on va intervenir différemment, en orthophonie, exemple. Mais je pense que dans le fond, c'est ça, ce qu'on veut comme message, c'est d'être ouvert par rapport à tout ce qui existe, puis d'ouvrir un peu nos œillères, peut-être, là, de voir le bégaiement de plusieurs façons. Puis ça fait que on parle d'inclusion, on parle de... Puis la diversité aussi, là, justement, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans les dernières années, la diversité au niveau des corps, au niveau des couleurs de peau, au niveau même au niveau neurologique, là, si on veut, de neurodiversité. Quand on parle plus d'autisme maintenant, on parle plus de différents troubles, conditions X. Donc, tu sais, je pense que c'est de s'ouvrir au bout du compte. Je pense que c'est ça le grand message qu'on veut montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, puis je pense que quand on parle de stutter gain, on parle de la fierté aussi. Puis quand on se met à devenir ou à être fier de qui on est, c'est là que dans la société, on peut prendre la force aussi. Puis par exemple, ben tout ça, cette fierté-là peut nous emmener à avoir un poids politique plus grand, que ça soit pour les employeurs ou juste, comme je parlais de la communauté sourde tantôt, qui ont du théâtre, qui font de l'improvisation, tout ça, ben pourquoi on pourrait pas faire du théâtre bègue aussi, tu sais? Plein de choses comme ça. Je pense qu'il y a toute une culture à aller, pas créer, là, mais que quand on ferme la porte à ça, puis il y a juste de la honte,
ben ça ferme la porte à cette culture-là. Moi, je vois qu'il y a tout un monde de possibilités, là, puis qu'avec de la créativité, de l'acceptation, de la fierté, on peut faire et devenir quelque chose d'extrêmement beau. Vraiment, vraiment. Donc, on se le souhaite pour les prochaines années, hein. Le podcast, on souhaite aussi que ça crée cette communauté-là, puis qu'au Québec, on puisse faire des projets justement en accord avec cette fierté-là. Pourquoi pas être fier de bégayer? Ça se peut, tu sais. Pourquoi pas être tout ensemble puis se dire, hey, on n'est pas tout seul, puis on peut faire plein de projets, tout le monde ensemble, puis faire connaître le bégaiement, puis en être fier. Donc, merci beaucoup, Geneviève, pour cet épisode-ci. Mais merci à toi, Judith. C'est un plaisir toujours de faire ça avec toi. Mais ça. Fait que, à bientôt, Geneviève. Oui, salut, à la prochaine. Thank you.